Alors, l'oratrice suivante est le docteur Eustache, qui travaille actuellement à Jean Verdier dans l'équipe du professeur Lévy. Elle collabore avec Jacques Cogé depuis le début des années 2000 sur la problématique de la diminution des paramètres et de la qualité des spermatozoïdes. Elle a des projets en cours sur les perturbateurs endocriniens dont elle va nous faire part cet après-midi. Donc, je vais vous parler des perturbateurs endocriniens et la fonction de reproduction mâle, qui est un sujet vraiment très très vaste et très complexe. Alors, comment sommes-nous arrivés à parler des perturbateurs endocriniens? Tout d'abord avec la découverte des altérations du développement ou de la fonction du tractus génital mâle dans différentes espèces. Ensuite, parallèlement chez l'homme, on a pu observer une augmentation de l'incidence du cancer du testicule et une discussion sur de cette augmentation de l'incidence au niveau de l'hypospadia et de la cryptorchidie. Ensuite, dans les années 92, tout d'abord avec l'étude, la méta-analyse d'Elisabeth Carlsen qui a parlé de la baisse de la qualité du sperme. Cette méta-analyse a été réanalysée par Shana Swan en 2000, qui confirme cette baisse de la qualité du sperme, tout en sachant qu'il s'agit d'études rétrospectives avec les limites des études rétrospectives. Et enfin, par contre, ce qui est beaucoup plus sûr, c'est cette étude qui a été réalisée chez des partenaires de femmes enceintes, une étude cette fois-ci prospective, où on a regardé donc les caractéristiques du sperme des hommes qui étaient donc partenaires de femmes enceintes pour avoir une population témoin dans 4 villes, Édimbourg, Copenhague, Paris et Turku. Et on a pu constater, là vous avez donc la numération spermatique, des différences entre ces 4 villes avec une production beaucoup plus importante pour les hommes de Turku que pour Copenhague, et notamment avec des différences saisonnières. Alors, à partir de là, c'est poser la question, mais qu'est-ce qui se passe et quels sont les facteurs qui peuvent intervenir pour entraîner ces altérations? Différents facteurs, les facteurs physiques, génétiques, biologiques, socioculturels et chimiques. Et parmi ces facteurs chimiques, nous avons donc ces fameux perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens, on va distinguer 2 catégories. Les molécules d'origine naturelle avec les phytoœstrogènes et des composés synthétiques qui sont issus de l'industrie et de l'agriculture, comme les agents plastifiants avec les phtalates et les nombreux pesticides dont on a parlé là il y a 5 minutes, avec la vinclozoline et le DDT notamment. Qu'est-ce qu'un perturbateur endocrinien? 2 définitions. La définition européenne qui dit que c'est une substance étrangère à l'organisme qui produit des effets délétères sur l'organisme ou sur sa descendance à la suite d'une modification de la fonction hormonale. Et la définition américaine qui dit que c'est un agent exogène qui va interférer avec la production, la sécrétion, le transport, le métabolisme, la liaison, l'action ou l'élimination d'hormones naturelles dans l'organisme responsable de la maintenance de l'homéostasie et de la régulation des processus de développement. Vous pouvez remarquer donc, notamment par rapport à une nouvelle question dont on va aborder tout à l'heure, c'est que la descendance est évoquée dans la définition européenne, mais pas dans la définition américaine. Les modes d'action de ces perturbateurs endocriniens, en fait, c'est très complexe. Ils peuvent agir donc sur les récepteurs aux œstrogènes, les récepteurs aux androgènes, sur la synthèse des hormones stéroïdes. Ils peuvent aussi avoir des effets non spécifiques en créant des adduits et en étant aussi des inhibiteurs de la topoisomérase. Prenons par exemple le méthoxychlore, qui est un pesticide, qui peut être un antagoniste du récepteur aux androgènes, qui va être un agoniste du récepteur aux œstrogènes alpha, un antagoniste du récepteur aux œstrogènes bêta. Autre, les phtalates qui peuvent donc être des inhibiteurs de la production de la testostérone et aussi qui peuvent aussi inhiber l'aromatase. La génistéine aussi. La génistéine qui est connue pour avoir des effets donc sur les récepteurs aux œstrogènes en étant un agoniste des récepteurs aux œstrogènes, mais qui peut aussi être un inhibiteur de la topoisomérase. Et on sait aussi qu'à des doses beaucoup plus faibles, cette génistéine peut aussi agir sur les récepteurs aux androgènes. Comment peut-on être exposé aux perturbateurs endocriniens? C'est très simple, comme le montre cette diapositive. Vous avez les shampoings, les parfums, les antitranspirants, toutes les crèmes pour le corps, le main, le visage, les cosmétiques, l'alimentation, les médicaments. Et le bébé, après, lui, il sera exposé via la maman.
Il y a eu, suite à cette problématique, un certain nombre d'études qui ont travaillé sur des molécules donc isolées, la génistéine, les métabolites du phtalate, la vinclozoline, à différentes périodes de la vie, donc gestation, lactation, ou alors la puberté, ou la gestation, plus à l'âge adulte. Et bien entendu, toutes ces études ont montré des effets soit sur la spermatogénèse, une diminution de la réserve spermatique, des altérations du mouvement quand on était plus à une exposition adulte, des retards pubertaires ou encore des cryptorchidie. Toutes ces études n'étaient pas toujours, je reprends. Toutes ces études montraient donc des différences au niveau des modes d'action et certaines études donc montraient des effets, d'autres n'en montraient pas. Donc, il a été dit que ces perturbateurs endocriniens donc avaient plusieurs types de cellules cibles. Ils avaient plusieurs modes d'action, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et notamment, ça pouvait être dose dépendant. Que les effets, certains effets qui étaient démontrés in vitro n'étaient pas forcément ceux qui étaient retrouvés in vivo, et que les actions étaient différentes en fonction de la période d'exposition, et il y avait aussi des différences entre les espèces. À partir de là, différentes questions se posent. Si on veut se rapprocher de l'homme, il n'est pas exposé uniquement pendant la période de gestation ou uniquement pendant la période pubertaire, il est probablement exposé tout au long de sa vie. Ensuite, il n'est pas exposé à une seule molécule, il est probablement exposé à un certain nombre de molécules, donc de perturbateurs endocriniens, mais aussi probablement d'autres choses encore. Les doses étaient la plupart du temps élevées dans les travaux qui étaient précédemment montrés, alors que ce qui n'a rien à voir avec l'exposition environnementale. Et est-ce qu'une seule génération est touchée? Qu'en est-il des générations suivantes? Alors, donc nous nous sommes intéressés à ce sujet et nous avons travaillé avec deux perturbateurs endocriniens, la vinclozoline et la génistéine. La génistéine étant connue pour être un agoniste du récepteur aux œstrogènes, la vinclozoline via ses métabolites comme un antagoniste des récepteurs aux androgènes. On les a utilisés isolés mais aussi associés en utilisant des doses qui étaient proches de l'exposition environnementale et des doses qui étaient beaucoup plus élevées pour avoir un témoin par rapport à la littérature. Et nous avons regardé, donc les expositions ont été faites de la conception à l'âge adulte, et nous avons regardé donc le retentissement de ces molécules sur l'appareil génital mâle et la fonction de reproduction. Tout d'abord, nous avons observé différentes anomalies avec la vinclozoline, notamment avec la présence d'hypospadia. L'association génistéine et vinclozoline, nous avons retrouvé des ambiguïtés sexuelles, donc comme vous pouvez le voir sur cette image, donc avec une ébauche de pénis et une ouverture vaginale. Ensuite, nous avons regardé donc les réserves spermatiques épididymères et là, comme vous pouvez le voir sur ce graphe, nous avons une diminution pour l'ensemble des groupes. Mais ce qui était intéressant, c'était de voir que les diminutions les plus importantes étaient pour cette association faible dose, avec des résultats qui étaient comparables avec la vinclozoline. Quand on regarde en chiffres, presque une diminution de moitié par rapport au contrôle. Une diminution aussi au niveau de la mobilité des spermatozoïdes épididymères. Et là aussi, on retrouve encore ce groupe génistéine, vinclozoline, faible dose, qui avait les chiffres les plus bas. Ces rats mâles, avant d'avoir été sacrifiés, on les a croisés avec des femelles non exposées. Donc on a regardé le mating index, donc c'était le nombre de femelles gestantes après l'accouplement, qui était beaucoup plus bas donc pour l'association toujours génistéine, vinclozoline, faible dose, des pertes post-implantatoires qui étaient très importantes pour le groupe vinclozoline forte dose, et des tailles de la portée qui étaient pour l'ensemble des groupes qui étaient diminuées, avec toujours ce génistéine, vinclozoline faible dose qui était beaucoup plus atteint. Ensuite, nous avons regardé plus précisément donc le noyau du spermatozoïde et nous avons fait une analyse morphométrique et densitométrique de ces noyaux uniquement pour le groupe vinclozoline. Donc sur le plan morphométrique, nous avons analysé un certain nombre de paramètres, notamment le squelette et l'air. Et sur la densitométrie, nous avons regardé donc les différents niveaux de gris. Les têtes les noyaux des spermatozoïdes de vinclozoline, en fait, étaient complètement immatures avec une chromatine décondensée.
Donc, ce qu'on peut voir d'ailleurs sur ce graphe, puisque on avait donc un squelette ou un rayon de courbure qui était beaucoup plus bas, ce qui est fréquent donc quand on a des noyaux qui sont immatures, et une superficie de la tête qui était beaucoup plus élevée, et une densitométrie beaucoup plus homogène, ce qu'on a donc classiquement dans les noyaux immatures. Ensuite, quand on a regardé donc la variable canonique, donc la machine, on lui a dit, ben voilà, maintenant tu nous classes les noyaux qui sont bien condensés, ceux qui sont mal condensés, et après tu nous dis à qui appartiennent ces noyaux. Et pour plus de 80%, donc les noyaux bien condensés appartenaient à la population contrôle, et ceux qui étaient mal condensés appartenaient, donc là aussi pour plus de 80%, à groupe vinclozoline. Donc la vinclozoline induit des modifications morphométriques et agit sur l'état de la condensation de la chromatine des spermatozoïdes, ce qui est intéressant par rapport à la diapositive précédente où la vinclozoline, je vous rappelle, avait des pertes post-implantatoires qui étaient beaucoup plus importantes. Ensuite, alors, les problèmes d'effets transgénérationnels. L'équipe de Hanway, donc, en 2005, a exposé ces rats à la vinclozoline pendant une période de gestation très précise, entre le 5e jour et le 8e jour, et le 15e jour, à des doses relativement élevées de la vinclozoline. Et il a regardé, donc, sur 4 générations. Et donc, il a pu constater une augmentation pour les 4 générations de cellules apoptotiques sur les coupes testiculaires, une diminution de la réserve spermatique pour les 4 générations et une diminution aussi de la mobilité. Donc ces hypothèses, c'est que ces effets ne feraient pas intervenir de modification de la séquence d'ADN, mais agiraient plutôt sur un mode épigénique, notamment en jouant sur la méthylation, mais ces résultats restent encore très discutés. Alors qu'en est-il de l'homme ? L'homme, il a le triste exemple de Distilbène qui est plus connu pour les effets néfastes chez la femme, mais il a été montré aussi que ce Distilbène, il a entraîné des problèmes aussi chez les garçons, avec notamment l'existence, quand on regarde les cohortes les plus élevées, l'existence de testicules non descendus, des anomalies urogénitales et une altération de la qualité du sperme. C'est intéressant aussi de se rendre compte qu'en fait, il y avait aussi ces effets sont probablement peut-être aussi sexe-dépendants, puisque la femelle a semblé être beaucoup plus susceptible la femme, beaucoup plus susceptible à ce Distilbène que l'homme. Ensuite, dans le milieu du travail, différentes études ont été réalisées pour apprécier donc les expositions et la qualité du sperme. Et à chaque fois, on a pu constater une diminution de cette qualité du sperme et aussi une augmentation du cancer du testicule pour les organochlorés. Alors récemment, il y a des nouvelles études. Je ne vais pas trop m'étendre notamment sur le lait puisque on va en parler après. Différentes études qui regarde un petit peu chez les garçons qui sont atteints de cryptorchidie. L'équipe de Swan a regardé la distance anogénitale et on sait que quand la distance génitale est beaucoup plus réduite, on a une probabilité d'avoir l'absence de descente testiculaire ou d'hypospadia plus fréquent. Et donc là, on avait regardez, donc dans les urines de ces petits garçons, on a mesuré 4 métabolites du phtalate et on avait une corrélation entre cette distance anogénitale, c'est-à-dire plus elle était petite, plus on avait de phtalate dans les urines. Ensuite, on a aussi une relation donc avec le lait de la maman et la cryptorchidie, puisque là, on a retrouvé des taux de pesticides dans le lait qui étaient beaucoup plus importants chez les garçons qui avaient une cryptorchidie. Et enfin, ce travail qui a été fait donc par l'équipe de Nicolas Olea en Espagne, à Grenade, qui a montré donc là aussi une corrélation entre les malformations urogénitales et l'existence de perturbateurs endocriniens dans le placenta. Donc ces perturbateurs endocriniens peuvent agir à différents niveaux avec des conséquences différentes, donc période fœtale, période prépubertaire et âge adulte. Ce qui est vraiment très complexe avec les perturbateurs endocriniens, c'est que il n'y a pas que les perturbateurs endocriniens, il va falloir ajouter aussi le stress, le tabac et probablement d'autres facteurs, ce qui rend la situation beaucoup plus complexe. Alors maintenant, je pense qu'il faut vraiment travailler de plus en plus sur les effets faibles doses et les mélanges complexes, les expositions tout au long de la vie, les effets transgénérationnels, parce que le travail de Hanway est quand même très intéressant, les mécanismes en cause et aussi
le rôle des facteurs génétiques, puisqu'il y a probablement aussi une susceptibilité génétique qui intervient. Je vous remercie.